Aujourd'hui, on inverse les rôles. Caleb Hammer, le type qui habituellement audite les finances des autres jusqu'à l'os dans son émission Financial Audit, passe lui-même sur le grill. Et c'est Graham Stephan, un de ses collègues, un autre cadre de la finance sur YouTube, qui tient la poêle à frire. Autant dire que c'est un peu comme regarder deux titans s'affronter, mais avec des relevés bancaires à la place des épées. D'ailleurs, si vous maîtrisez l'anglais, je vous conseille vivement d'aller jeter un œil à leurs chaînes respectives. C'est du lourd et on y apprend toujours des trucs. C'est croustillant et on va en tirer des leçons vitales. Avant qu'on ne plonge dans le vif du sujet, un rappel essentiel. Ce que je vais partager, c'est mon analyse, mes réactions. Considérez ça comme un débriefing stratégique. Si vous voulez des plans d'attaque complets pour reprendre le contrôle de votre argent, j'ai écrit quelques manuels de survie tels que Spartiate financier, Parlons cash, Votre argent, votre combat et Révolution économique, qui décortique les rouages du système pour mieux le combattre. Ces bouquins, c'est votre arsenal et les solutions proposées font déjà polémique au sein de certains. Aujourd'hui, on va voir si celui qui donne des leçons est capable de les appliquer à lui-même. Est-ce que le maître de l'audit est irréprochable? Accroche-toi bien à ton siège, parce que ça risque de secouer sévère. On y va. 6 chiffres par mois, le défi caché de l'abondance et le piège des erreurs d'arrondi. Regarde ça. Caleb Hammer, le monsieur Financial Audit, annonce qu'il encaisse un revenu à 6 chiffres chaque mois. Oui, tu as bien entendu, ça fait rêver. Mais attention, gérer une telle avalanche de fric, c'est un tout autre sport et même lui admet que ça peut vite devenir un champ de mine où les petites folies se transforment en erreurs d'arrondi qui coûtent un bras. Yeah, it's a good question. So it definitely varies month by month, but thanks to you, all amazing people out there who are incredibly supportive, I think, recently it's more like low 6 figures on a monthly basis comes into the business before payroll and before all other expenses like, giving a flat rate to people who are traveling and some other expenses that the business is required. And of course, both of my employees make over 6 figures on a yearly basis. But that's what comes in before all those expenses. Congratulations. Thank you. It's ridiculous. Congratulations. So that's why I think it's somewhat difficult to navigate making such a high income, because all of the other expenses that you normally worry about don't make a difference. Like a lot of the money that I've seen you spend are just rounding errors. So it's hard for me to go through and be like, you spent too much money at Jimmy John's. Because in the big picture, it really doesn't matter that much relative to how much you're making. Yeah. But in doing so, there's a lot of stuff that tends to fall through the cracks that you just don't care about that could easily be cleaned up. Yeah. En effet, on parle ici de revenus bruts qui flirtent avec le bas des 6 chiffres mensuels pour son entreprise, avant de payer ses employés, qui, soit dit en passant, gagnent eux-mêmes plus de $100,000 par an, et toutes les autres charges. C'est une somme astronomique. Graham Stephan souligne un point clé. Quand tu jongles avec de tels montants, des dépenses qui ruineraient une famille normale peuvent sembler insignifiantes, de simples erreurs d'arrondi. Le piège mortel, c'est de perdre le nord, de laisser s'envoler des sommes considérables sur des futilités sous prétexte que ça ne pèse pas lourd dans la balance globale. C'est précisément là qu'une discipline de fer, une mentalité de spartiate financier devient absolument cruciale, même et surtout pour ceux qui gagnent beaucoup. Chaque euro dépensé doit avoir une justification et un objectif. Tu dois impérativement garder la maîtrise de tes flux financiers, même si tu as l'impression de nager dans le pognon. Le risque, c'est le fameux syndrome du nouveau riche. Ton train de vie explose et ces dépenses négligeables finissent par former un monstre qui dévore ton capital. La règle d'or que je martèle dans Parlons cash, c'est de définir clairement tes vrais besoins, tes objectifs financiers à long terme, comme cette fameuse liberté financière dont Caleb parle, et d'allouer tes ressources en conséquence. Pas de les flamber en croyant que la source est intarissable. Garder les pieds sur terre et la tête froide. Le fondement, surtout quand tu t'apprêtes à signer pour une maison qui coûte un rein. Et on va justement y jeter un œil. Hypothèque à 8 000 balles pour une braque à $900,000. Impulsion immobilière ou gouffre annoncé? Avec une telle manne financière qui tombe tous les mois, on pourrait se dire que Caleb est le roi du pétrole immobilier. Pourtant, Graham Stephan, son collègue, soulève un point sensible. Une hypothèque qui lui coûte $8 000 chaque mois pour une maison acquise pour la modique somme de $900,000. Et Caleb, avec une franchise désarmante, admet que cette décision était plutôt du genre achat impulsif. Attention. The one thing that really stood out to me
I guess we'll get into the juicy part now. I see a mortgage, Yeah, I got one of those Eight- sick mortgages. $8,000 a month. That's what I put towards it. I think minimum's like 7,000. And what about property tax? Yeah. The one thing that really stood out to me, I guess we'll get into the juicy part now. I see a mortgage, Yeah, I got one of those Eight- sick mortgages. $8,000 a month. That's what I put towards it. I think minimum's like 7,200. And what about property taxes though? Because that's another good chunk. Oh, yeah. on Well, that's top all of that. included. So Okay. that's mortgage, property taxes, insurance. Okay. Yeah. But no, a massive portion of that is getting by property taxes. And then of the property taxes, like 30-40% of it gets recaptured by the state and given to other portions of the state anyway. So it's not even supporting Austin. So why did you decide to buy? Because it seemed like Yeah. you went from because it seems as though like 8 months ago you wouldn't have qualified for the loan, and now Yeah. you're able to qualify. So within 8 months you decide, okay, I'm making a decent chunk of money. Let's go and put it towards a house at a 6.5% interest rate. Yeah, which is this was I think I don't when it comes financially I don't do a lot of impulsive choices. Yeah. This is one of the more impulsive choices, but of course it just also happens to be basically $900,000. That's a big thing to be impulsive about. Yeah. So Un achat impulsif à 900 000 $ assorti d'un taux d'intérêt de 6,5% qui doit lui piquer sérieusement le portefeuille et des mensualités de 8 000 $, incluant taxes et assurances. Ça fait réfléchir, même quand on gagne des fortunes. L'impulsivité dans l'immobilier, c'est le chemin le plus court pour se tirer une balle dans le pied. Comme je l'explique dans Spartiate Financier, avant de s'engager dans un achat d'une telle ampleur, il y a des prérequis non négociables. Premièrement, un fonds d'urgence en béton armé. On parle de couvrir 6 à 12 mois de dépenses, surtout quand tes revenus sont aussi variables que ceux générés par YouTube. Deuxièmement, une analyse glaciale du marché et de tes propres capacités financières. Cet achat répond-il vraiment à un réel besoin quantifiable, par exemple plus d'espace? Ou est-ce une lubie, un coup de sang parce que l'argent coule à flot? Le danger mortel avec l'impulsivité, c'est qu'on zappe les coûts cachés. La maintenance qui peut coûter une blinde, les taxes foncières qui ont une fâcheuse tendance à augmenter. Tu te retrouves avec un véritable boulet financier qui t'empêche d'investir ailleurs ou de faire face à un imprévu. La règle d'or numéro 1, ne jamais, au grand jamais, acheter sa résidence principale sur un coup de tête. Surtout quand le marché est aussi tendu et les taux aussi élevés. C'est une décision qui t'enchaîne pour des décennies. Et le pire, c'est qu'il semble que cette acquisition ne soit même pas une si bonne affaire que ça sur le long terme. Parier sur l'immobilier à Austin, plus ruineux que louer et un calcul de risque vraiment maîtrisé. Non seulement notre ami Caleb a acheté sa maison à Austin sur ce qui semble à un coup de tête, mais Graham Stephan vient remuer le couteau dans la plaie. Il y a de fortes chances que Caleb claque plus de fric en étant propriétaire qu'il ne le ferait en louant un logement équivalent. Et tout ça en immobilisant un apport conséquent de 20% sur le marché dont il espère juste qu'il va continuer sa folle ascension à Austin. Ça se sentirait pas un peu le pari foireux, ça? 1,000 here. So I think it has potential. The issue that I see is that you're spending more money owning the home than you could just pay renting it. I know, And you're tying I up know. 20% of your down payment. I just don't see the upside. You having just recently come into a whole lot of money through this channel, not knowing the trajectory, it's probably going to go really well for you, most likely. But in that small chance, the YouTube algorithm changes, something changes, you have no control over those sort of Yeah. things. Probably you're safe. But spending this amount of money on a house, I would have told you just to rent. I know. You'd Well, be you so- told me to rent. You would be. We talked about You it. could probably rent a home similar to this. I'm guessing for under $7,000 a I month. couldn't find it, but I also wasn't being patient. I bet if I waited, I could have. Probably. I wasn't patient. But you weren't patient at the expense of the next 30 years of having pain. Graham ne mâche pas ses mots. Et il a raison. S'endetter pour acheter quand la location te coûterait moins cher, surtout avec un revenu aussi récent et potentiellement instable que celui de YouTube, c'est une stratégie pour le moins audacieuse, voire carrément casse-gueule. Le sacro-saint rêve américain de la propriété peut rapidement se transformer en cauchemar financier si on manque de patience. Caleb le reconnaît lui-même. Il n'a pas été patient. Et ça, c'est l'erreur du débutant par excellence, celle que je dénonce dans Parlons Cash. La patience en immobilier, c'est ton meilleur atout, ton arme secrète. Attendre la bonne opportunité, le bon timing, le bien qui correspond parfaitement à tes besoins réels et à tes moyens, même s'ils sont importants. C'est absolument fondamental. Bloquer 20% d'apport, soit la coquette somme d'environ 180 000 $ dans une résidence principale qui te revient plus cher
chaque mois que de louer, c'est de l'argent qui dort, qui ne travaille pas pour toi, qui ne génère aucun cash flow positif. Son argument du pari sur la tendance haussière du quartier est purement spéculatif. En immobilier, on ne joue pas au casino. On calcule, on analyse, on stratégise. Surtout quand il s'agit de ton toit. L'argent de cet apport aurait pu être investi de manière bien plus judicieuse pour générer des revenus passifs solides, comme je l'enseigne dans Votre argent, votre combat. Et ce n'est visiblement pas son seul pari un peu limite. Le financement de ces meubles est une autre paire. Meubles à crédit à 0%. Coup de génie ou perte de temps pour quelques cacahuètes. Alors là, attention, on rentre dans le détail qui tue. Le genre de truc qui peut sembler malin, mais qui cache parfois une perte de temps monumentale. Caleb a pris un crédit pour ses meubles chez Ashley Furniture. Oui, même avec ses revenus de nabab, il a opté pour un financement, histoire de profiter d'un taux à 0% pendant 6 mois. L'idée derrière? Placer la somme correspondante, donc 15 000 $, ailleurs pour essayer de gratter quelques misérables intérêts. Graham Stephan, avec son pragmatisme habituel, se demande si le jeu en vaut vraiment la chandelle pour quelqu'un de son calibre. Actually noticed you have an Ashley Furniture loan, so you finance the furniture. 0%, baby. For what, 1 year? How long is this? I think it's 6 months, 0%. So the logic behind this, Please. we'll see. Humor me. I personally like 0% financing or very low finances and financing, and then investing the rest. And that's just what I wanted to do with this. What was it, like $15,000 total? Sure. I wanted to invest it all. Listen, I can't fault the logic, but it seems like at your income, it would be the equivalent of you kind of going out of your way to like pick up pennies off the ground. It's like you going downtown, be like, I'm going to pick up all the quarters that like, because when you think of how much you're left over, I see you have like a SoFi savings account with 4.5% interest. Yeah. After tax, what is that going to look like? Maybe 1.8%. And then we got to think, what's 1.8% of $15,000? What is that? That's going to be basically rounded up to 2%. And then we got to think, well, only 6 months worth of that. So yeah, it's not bad, but I just think in the big picture, is stuff like this even worth your time? And that's really... L'intention de Caleb sur le papier est parfaitement logique. Profiter d'un crédit gratuit pour faire fructifier son capital. C'est une bonne idée de départ. C'est un principe que j'aborde souvent dans Votre argent, votre combat. Savoir utiliser l'effet de levier de manière intelligente et calculée. Sauf que, dans son cas précis, comme le souligne très justement Graham, est-ce que cette manœuvre vaut vraiment le temps et l'énergie mentale qu'il va y consacrer pour les quelques centaines de dollars qu'il empochera peut-être après déduction des impôts? Quand tu as un revenu mensuel qui se compte en centaines de milliers de dollars, t'acharner à optimiser ce genre de petits montants, c'est un peu comme si Bill Gates passait ses journées à ramasser des pièces de 1 centime dans la rue. C'est une excellente chose pour conserver de bons réflexes et de rester frugal. C'est la base du spartiate financier. Mais il faut aussi savoir évaluer le coût d'opportunité de son temps et de son attention. Perdre du temps à gérer un prêt supplémentaire, même à taux zéro, pour un gain qui est anecdotique par rapport à ses revenus globaux, c'est autant de temps et d'énergie qu'il ne consacre pas à développer sa chaîne YouTube, son activité principale, celle qui lui rapporte des sommes colossales. Parfois, la simplicité est la stratégie la plus payante. Payer cash et ne plus avoir à y penser peut libérer un espace mental précieux pour se concentrer sur des leviers de croissance bien plus importants. C'est une simple question d'échelle. Ce qui est une astuce pertinente pour quelqu'un avec un revenu modeste peut devenir une distraction stérile pour quelqu'un qui gère des flux financiers beaucoup plus importants. Et puisqu'on parle d'optimisation et de bonnes affaires, il y a une carte bien plus intéressante à jouer avec son ancienne condo. Vendre son condo, la plus-value exonérée d'impôts, le coup de maître immobilier. Au milieu de ce tourbillon immobilier, Caleb se trouve être propriétaire d'un condo acheté à un moment opportun, aux environs de mi-2021. Ce bien a non seulement pris de la valeur, mais il y a aussi accumulé une équité substantielle. Graham, toujours à l'affût, lui signale un détail crucial. Comme Caleb y a résidé pendant au moins 2 des 5 dernières années, il a la possibilité de vendre ce condo sans payer 1 centime d'impôt sur la plus-value réalisée. Une véritable poule aux œufs d'or fiscal. Have a condo that you bought at a good time. was. Mid 2021, so values have gone up a bit since then. And you have what seems like a decent chunk of equity, about $100-something thousand of equity in this. At that great rate,
I want to sell. 3.13. I wouldn't be opposed to you selling. Really? Because here's what I think. When I see this value in your payment, your monthly payment's $2,400 a month plus The condo association. Okay. What could you rent this place out Only for? 2,500. Sell. Yeah, exactly. Yes. So, Thank you. Yeah. Everyone else has been saying no. Thank you. oh, that's what I would do. Everyone's I get like, it, yeah. the land's gonna get bought by some, because they changed the zoning so it can go higher. It's an old building and there's an empty lot next door. So someone thinks someone's gonna come in and build a new complex. It's possible. It is, but but negotiating, how many units in this building? it's like 30. It's really small. Negotiating buyouts is going to take a long time. It's very Yes, complicated. yes, And for a developer, even though you can build higher, doesn't mean it's And the it's people gonna on the be board are cost pretty anyway. So to build higher. Yeah. So I'm saying for a developer, when they see a building like that, usually they want a building empty. They want something easy that they can Yeah. just tear down, start building soon. Negotiating buyouts, like 28 people could be on board, and then you have the 2 that aren't. And then what do you do for those 2 people? You have to overpay if you want to get them out, and someone Yeah. can still hold out. So I would say in this case, unless you're really betting on Austin continuing to go up in value, it doesn't make sense as a rental. If you did rent it out at 25, you're going to be gaining minimal equity, paying down the mortgage every month. It's going to be a hassle. This is one of the few places I would sell. The other benefit is that you've lived here for 2 of the last 5 years. Yes. So you'd be exempt from paying any capital gains taxes. So for me, this would be a no-brainer. Sell it as soon as possible. And the market seems pretty strong right now. So I would take that cash, do anything else with it. I don't think it makes sense as a rental. I want to put it into another property, but Là, on touche à une décision qui relève du pur génie financier. Vendre ce condo est une évidence stratégique. Certes, le taux d'emprunt initial est bas, 3,13%, ce qui pourrait inciter à le conserver. Mais le cash flow généré par une éventuelle location serait absolument dérisoire, voire négatif, si on compte toutes les charges. Graham estime un loyer de $2 500 pour une mensualité de $2 400 hors charge de copropriété. Le véritable trésor, la pépite dans cette histoire, c'est cette fameuse exonération d'impôt sur la plus-value pour résidence principale. C'est une niche fiscale en or massif, souvent méconnue ou mal exploitée. Comme je le dis souvent dans mes sessions de coaching inspirées de Votre argent, votre combat, maîtriser les arcanes de la fiscalité, c'est détenir un avantage décisif dans la construction de son patrimoine. Ici, Caleb a l'opportunité d'encaisser une somme rondelette. On parle de plus de $100 000 d'équité, dont une plus-value potentielle très confortable, entièrement nette d'impôts. Cet argent frais pourrait être réinjecté de manière bien plus productive, solder d'éventuelles dettes, même s'il semble en avoir peu, consolider son fonds d'urgence déjà conséquent, ou encore mieux, être dirigé vers des investissements locatifs vraiment rentables et moins problématiques que ce qu'on va découvrir. Vendre ce condo, c'est s'offrir un levier puissant pour accélérer sa marche vers l'indépendance financière. Et vous savez quoi? Si vous êtes dans une situation similaire ou si ce genre de conseil vous éclaire, montrez-le. Un petit pouce bleu, un abonnement pour ne rien rater des prochaines analyses et surtout, partagez votre propre expérience en commentaire. C'est en mutualisant nos connaissances qu'on devient collectivement plus intelligent financièrement. Maintenant, voyons un peu où il pense réinvestir ce pactole et ça promet quelques surprises. L'Eldorado locatif du Michigan ou la douche froide des expulsions à distance? Caleb a déjà un pied, voire les deux, dans un investissement immobilier locatif, notamment dans l'État du Michigan. Sur le papier, ces biens là-bas semblent afficher une rentabilité alléchante. Sauf que la réalité du terrain est parfois moins rose. L'un de ces logements est actuellement en pleine procédure d'expulsion avec un locataire qui, non content de ne pas payer, se permet en plus de menacer le personnel de maintenance. La gestion à distance, même avec un property manager, c'est pas toujours une partie de plaisir, loin de là. in Michigan, because my Michigan properties cash flow very well. I see this. So you bought one at 120. How do you find $120,000? Where in Midwest, Michigan dude. is this? Midwest. Where in This is Michigan? a college town, Kalamazoo. Really? Yeah. And you just hire a property manager on it? Yep. So I worked with someone that I rented from when I lived there. Yeah. Their group they rent. And they're fantastic. They're my broker and they're my property management. So this seems like a pretty good cash on cash return. So your monthly payment's about $900. Monthly rent is $1,250. And that monthly payment, is that including like property manager, everything? So you're all out? No. Property manager will take $10,000. It's not $10,000. Oh, jeez. 10%. Yeah. But that is before the income. What do you mean 10% before the income that comes in? So the income that you see coming in there is what I receive personally. So that's after their 10%. Got it. So this is net. That's a pretty decent cash on cash return. My only criticism is whether or not this is worth your time at this point, because right now you got a cash cow and that would be your business. Yeah. And so Well, I don't think about this. I've never thought about it since I purchased it. That's good. Yeah. But you will at some point. At some point, have you had a vacancy through here?
One of those is going through an eviction Okay. right now, And you are thinking that to some degree. You to some degree. if you're financing furniture, you're thinking about an eviction because you're thinking about every day someone's in there. They're not paying rent. And you have Honestly, to think that eviction's costing you way more than you're saving. Maybe I should be thinking about it more than I do. I think I've thought about it once this month. That's good. You're very fortunate. I had an eviction. This must have been about 10 years ago, and it was consuming my life. Yeah. Every day I was thinking about it and just like, and I was receiving threatening messages from. Down, but that one, is that the one I bought in cash? Yes, the cash one. So that's the one that's currently going through an eviction. I've given them months. They have not paid once, and every time we've gone in to do a repair, they like threaten the people. So like I'm very morally torn on the eviction thing because like this person lives here. Yeah. Yes, I own the property, but the person lives here. Like, where are they going to go? They haven't paid once, and that's okay. I'm willing to work with them as they're like trying to find a new job or whatever their situation is, or if they have a medical thing going on, that's fine. But with the threats going on that they've done towards our maintenance people and stuff like that, it's just a situation where they've clearly not put any effort forward of trying to get jobs. They've hired lawyers instead of trying to pay rent before we even started the eviction process. Are these professional tenants? Do you know what that is? There's a thing called professional tenants where what they do is they know the basics of the law and they can move in with a security deposit and get sometimes upwards of 1 to 3 years of free rent, depending on what they do. And I've seen tenants also file for bankruptcy, can't do anything when they're in bankruptcy, Interesting. drag out the bankruptcy. They could cancel the bankruptcy, but they'll be able to get 1 to 2 years of free rent. And then by the time you're actually able to get, you've spent so much time and money that they then go and do it to somebody else. They have another place lined up and that's just what they do. She came with the house. C'est le genre d'histoire que l'on entend même ici. Investir loin de sa base, dans des villes universitaires comme Kalamazoo au Michigan, ça peut paraître une stratégie astucieuse pour dénicher des biens abordables, offrant un rendement locatif attractif. Caleb a par exemple acquis un bien pour 120 000 $ qui, après déduction des frais de gestion locatifs, fixés à 10%, lui dégage un cash flow positif. En théorie, c'est exactement le type de démarche que je prône dans Votre argent, votre combat. Se constituer des ressources de revenus passifs pour assurer ses arrières. Mais, car il y a toujours un mais, la dure réalité de la gestion locative, même lorsqu'elle est déléguée à des professionnels, peut rapidement virer au cauchemar éveillé. La preuve tangible, il est englué dans une procédure d'expulsion complexe pour un autre bien qu'il avait pourtant acheté cash et avec une belle décote de 40 000 $ par rapport à son évaluation initiale, qui semblait être une excellente affaire. Le locataire en question n'a pas versé un seul centime de loyer depuis des mois et, cerise sur le gâteau, se montre menaçant envers les équipes de maintenance. C'est la face cachée, souvent occultée de l'investissement locatif. Les impayés qui s'accumulent, les dégradations coûteuses et les locataires professionnels, ces parasites qui maîtrisent sur le bout des doigts les failles du système pour vivre au crochet des propriétaires. Graham en fait une description très juste. Même si Caleb se dit moralement tiraillé par la situation, il arrive un moment où la protection de son investissement doit primer. Avoir un bon gestionnaire immobilier, c'est indispensable, mais la distance géographique complique inévitablement la tâche. Mon conseil, tiré de mon expérience, que je partage dans Parlons Cash, avant de vous lancer dans un investissement à distance, assurez-vous d'avoir une équipe de confiance absolue sur place et un cadre juridique parfaitement maîtrisé. Sinon, le rêve de rentabilité peut vite se transformer en bourbier financier et émotionnel. Ce n'est certainement pas en se dispersant dans une franchise de burgers que Caleb va simplifier sa situation. Le rêve américain du burger, se lancer dans une franchise, la diversification illusoire ou le gouffre assuré. Notre ami Caleb, malgré un cash flow déjà impressionnant généré par sa chaîne YouTube, caresse l'idée d'investir dans une franchise de burgers, Bed Muta Burger, un établissement local dont il est fan. Il y voit une nouvelle source de revenus potentiels, alors même qu'il est assis sur ce que Graham appelle une mine d'or avec son activité principale. Graham, avec sa sagesse de celui qui en a vu d'autres, tente de le ramener à la raison. Se lancer dans une franchise de restauration, c'est un pari incroyablement risqué et coûteux. Yeah. And you brought a whole bunch of food for us when we got here. Tasting You brought menu. like 20 bags of food. And you're telling me you want to invest, you want to buy a burger? Oh yeah, I think as far as cash flow opportunities, again, to get to that goal, I'm looking for cash flow, which sometimes what? It's so stupid because you have the cash flow right in front of you. You have a pot of gold that's right here. What, And you're thinking, YouTube? well, yes. Oh, well, Yes, yeah. but you're like you have all the money right here. You're like, ooh, what's this over here? And maybe I could do this over here and buy, arbitrage this interest rate over here for a few $100s. It's like it's stupid for me because I see like all this opportunity right here. Well, and you're I looking don't- how high end you're going with this. Yeah.
That's how much it is. So when you're talking about basically betting your net worth on a franchise, I know. that's silly. It seemed, I don't think you're at the point where you could make FU investments. A franchise is something you do when you have FU money, when you've made it, and you're like, I could afford to light this money on fire and I wouldn't even care or notice. Then you could start making burger investments. You're not at the point. You have everything. You have a winning lottery ticket and you want to make a side bet, betting that lottery ticket that, oh, maybe I could do better over here. The other issue that I see with franchises, you're stuck on that lease. You're signing a long-term lease on it. Usually those leases are like 5 to 7 years, and then you're Investir dans une franchise de burger quand on dirige déjà une entreprise aussi florissante et chronophage que sa chaîne YouTube, c'est un cas d'école de ce que j'appelle le syndrome de l'objet brillant. Ou, pour le dire plus clairement, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est un piège psychologique redoutable que je décortique en détail dans Votre argent, votre combat. Caleb est en quête de cash flow, ce qui est une bonne chose. Mais comme le lui fait remarquer Graham, il possède déjà une mine d'or, une source de revenus massive et éprouvée. Une franchise qui plus est dans le secteur ultra concurrentiel et à faible marge de la restauration, c'est un investissement qui demande un capital de départ colossal. Graham évoque des chiffres allant de 500 000 à 700 000 dollars rien que pour le lancement. Un investissement personnel en temps et en énergie considérable, même avec un opérateur, et qui présente un taux d'échec statistiquement très élevé. Tu deviens prisonnier des fournisseurs, des fluctuations des coûts des matières premières, des modes culinaires éphémères et surtout, tu dois gérer le casse-tête permanent du personnel avec son turnover incessant. Caleb imagine pouvoir externaliser complètement la gestion. C'est une illusion dangereuse. Même avec le meilleur opérateur du monde, c'est toi, l'investisseur, qui porte l'intégralité du risque financier. Graham a parfaitement raison. Une franchise, c'est un fun investissement, un caprice de riche, un truc que tu te permets quand tu as tellement de pognon que tu peux te permettre d'en brûler une partie pour le plaisir sans que cela n'affecte ton train de vie ou tes objectifs financiers principaux. C'est ce qu'on appelle le fameux fuck money. Caleb, malgré ses revenus actuels, n'en est objectivement pas encore à ce stade. Il détient un ticket de loterie gagnant avec sa chaîne YouTube. Pourquoi diable vouloir risquer une partie de ses gains sur un pari annexe, aussi aléatoire et gourmand en capital? Mon conseil de spartiate financier est sans appel. Concentre toute ton énergie, toutes tes ressources sur ce qui fonctionne déjà de manière exceptionnelle. La diversification, c'est un principe sain, mais la diworstification, se disperser dans des domaines qui ne maîtrisent absolument pas et qui viennent plomber la performance globale de son portefeuille, est une recette pour le désastre. Il ferait mieux d'utiliser cette stratégie pour s'attaquer à ses propres démons, comme cette peur irrationnelle de l'avion qui le handicape. La phobie de l'avion, quand les chaînes invisibles de l'angoisse brident le potentiel. On quitte un instant le pur tableur Excel pour aborder une facette plus intime et humaine de Caleb, sa phobie panique de l'avion. Il ne s'agit pas d'une simple appréhension du crash, mais un véritable trouble panique déclenché par la sensation de perdre le contrôle et l'impossibilité physique de s'échapper de la cabine. Un blocage profond et invalidant qui, dans son propre aveu, l'empêche de saisir de nombreuses opportunités et de jouir pleinement de la vie. able to get over. Have you talked about that? We should talk about it. I'll talk about it. Oh, I'll talk about Yeah. anything. If you want to say that We for wanna- yours or mine. No, It's- we can talk about it on both. oh, okay. On the Iced Coffee Hour, by the way, if you want to see the full interview on this. But afraid of airplanes. You don't want to get No, on it's not fear of No? airplanes. It's a What is panic it? disorder, not being in control. So when you're on an airplane or in an area where I just can't get to my like escape place, it's just like it's an overwhelming phobia that I've allowed to build over the years. And since I've allowed it to build, and it just gets worse and worse and worse. I just get anxious when I'm in situations I can't control. I can't land the plane if I'm having a terrible panic attack. So it's not even like, well, I thought maybe I'd have one today because I was just nervous about this whole situation. So I was nervous about being nervous. But it didn't happen. Maybe it wouldn't happen on a plane. But the phobia of me being so afraid of getting stuck in a place and having a panic attack is so extreme that I'm missing out on so many aspects of life that I could experience right now. So it seems like you're Ce passage est particulièrement révélateur car il illustre comment, même auréolé d'un succès financier éclatant, un individu peut être profondément entravé par ses propres barrières mentales. Cette phobie de l'avion, ce trouble panique qu'il décrit si bien, lié à la perte de contrôle et à l'enfermement, c'est un véritable fardeau. Il le formule lui-même avec une lucidité touchante. Je rate tellement d'aspects de la vie.
Et au-delà de l'épanouissement personnel, cela peut avoir des répercussions insidieuses sur son développement professionnel. Moins de déplacements, c'est potentiellement moins d'opportunités de networking, moins de contrats publicitaires juteux, sponsors comme Sophie mentionné plus tard, moins de rencontres inspirantes, moins d'ouverture sur le monde. Dans mon approche du spartiate financier, je ne me contente pas de parler de chiffres, j'insiste sur l'importance capitale du mental, de la discipline intérieure, mais aussi de la nécessité vitale de s'attaquer à ses propres blocages psychologiques. Qu'ils soient directement liés à l'argent ou d'ordre plus personnel, ils finissent toujours par avoir un impact sur notre capacité à prospérer. Investir en soi, cela signifie aussi avoir le courage de chercher de l'aide. Thérapie comportementale, coaching spécialisé, techniques de relaxation comme la méditation suggérée par Graham, pour démanteler ces prisons intérieures. Imaginez une seconde le potentiel décuplé de Caleb s'il parvenait à se libérer de cette angoisse, une liberté de mouvement retrouvée, des expériences de vie enrichissantes et qui sait, peut-être même de nouvelles perspectives créatives pour sa chaîne. C'est un puissant rappel que la véritable richesse ne se mesure pas uniquement à l'aune des zéros sur un compte en banque, mais aussi à la liberté de vivre sans entrave. Et parfois, hélas, les décisions prises sous l'emprise de l'anxiété peuvent coûter extrêmement cher, comme en témoigne la vente précipitée d'une partie de sa chaîne YouTube. Vendre 10% de sa chaîne pour une poignée de cerises, quand l'anxiété fait brader son or. Caleb lâche une bombe. Il a cédé 10% de sa chaîne YouTube pour la somme dérisoire de 25 000 $ à un autre YouTuber en novembre ou octobre de l'année précédente. À cette époque, sa chaîne générait déjà la jolie somme d'environ 10 000 $ par mois. Une décision qu'il qualifie lui-même de mauvais coup. Une manœuvre dictée avant tout par l'anxiété et le stress liés à son passage à une activité YouTube à plein temps. Nobody knows. Huh. I sold 10% of my company last October of my YouTube channel. Really? Yeah. Because at that time it was making like $10,000 a month. I was starting to do it full time. Then I got just very anxious and nervous. Sold 10% to another YouTuber, a YouTuber you've met by the way, but you guys never talked about it. Wow. So he just said, he sees big potential in the channel. He wants to give me a lot of advice, and I did get a lot of advice from him. So it wasn't like completely unworth it, but obviously the return on investment has been fantastic. But this is where you'll be happy. I put a clause in there. One that was risky against me and one that helped me avoid risk. If the channel continued to do well, I sold 10% for $25,000 at that time. Again, it was just an anxiety move. It was just a bad move. I noticed a theme here of impulsive decisions. Was that an impulsive decision? I would say that was more anxiety driven. Like, okay, I'm doing this full time now. Like, I was nervous. Like, what if things turned down? Like this, it's nice to have $25,000 just in the business. But either way, it was a bad move, full out. Yeah. C'est des 10% d'un business qui rapporte déjà 10 000 $ par mois, soit un potentiel de 120 000 $ par an à ce moment-là. Pour seulement 25 000 $, c'est une sous-évaluation criante, une véritable braderie de son actif le plus précieux. Même si l'acquéreur lui a prodigué quelques conseils utiles au démarrage, le retour sur investissement pour cet acheteur avisé a dû être absolument stratosphérique compte tenu de l'explosion phénoménale de la chaîne de Caleb depuis cette transaction. Caleb, avec une honnêteté qui l'honore, l'admet sans détour. C'était un mauvais coup, motivé par l'anxiété. Cet épisode est un cas d'école qui illustre de manière dramatique comment le stress, le manque de confiance en ses propres capacités et la peur de l'inconnu peuvent nous conduire à prendre des décisions financières catastrophiques. Dans Votre argent, votre combat, j'insiste sur un principe fondamental. Avant d'investir dans quoi que ce soit d'externe, il faut d'abord et avant tout investir en soi, en ses compétences, en sa vision, en sa résilience. Si Caleb avait eu une plus grande foi en son potentiel et une meilleure gestion de son anxiété à ce moment critique, il n'aurait jamais liquidé une part aussi significative de son entreprise à un prix aussi dérisoire. Heureusement pour lui, il a eu la présence d'esprit d'inclure une clause de rachat de ses parts au prix initial de 25 000 $ s'il atteignait certains paliers de succès durant la première année, ce qui lui permet aujourd'hui de limiter considérablement les dégâts financiers de cette décision hâtive. Mais cette histoire est une piqûre de rappel essentielle. Ne jamais prendre de décision financière d'envergure sous le coup de l'émotion, qu'il s'agisse de la peur, de l'anxiété ou même de l'euphorie d'un succès soudain. L'analyse doit toujours se faire à froid, avec un recul et de l'objectivité.
Et puisqu'on en est aux décisions un peu personnelles et à l'impact des émotions, Graham ne pouvait décemment pas conclure cet audit sans jeter un œil critique au profil Hinge de Caleb. Et là, mes amis, c'est une autre forme de drame, mais beaucoup plus comique. Le coach en séduction catastrophique, quand ton profil Hinge a plus besoin d'un audit que tes placements. Et pour clore ce spectacle financier en apothéose, Graham Stephan enfile sa casquette de conseiller sentimental et se lance dans une démolition en règle du profil Hinge. Pour ceux qui vivent dans une grotte, c'est une application de rencontre. De notre ami Caleb. Entre les photos à côté de la plaque, les phrases d'accroche dignes d'un adolescent prépubère et les messages qui sointent le désespoir, c'est un désastre sentimental qui ferait presque oublier le million qu'il brasse. C'est traité sur le ton de la plaisanterie, mais ça révèle une vérité profonde. La réussite professionnelle et financière ne garantit absolument pas le succès dans les autres sphères de la vie. Which credit card do you charge Hinge to? What's that? How much is that? It's Apple Bills. I might just go to my debit. Debit card? Might just go. And how's that going? Well, I get a couple matches here and there. Yeah. Lovely people. And then And what credit card do you put that on? Just die there. What? Matches? Yeah, your matches, your dinner dates. It doesn't. Oh no! What I was gonna say You is have I a get credit some card for matches, that? but Yeah. then the conversations just die so quickly. Like I Why? try to keep engaged, and I send the last message, and then people just don't message back. I don't know. It sounds like you're sending bad messages. Maybe I'm sending bad messages. That's probably what it is. I get my friends to review my profile and stuff. Can so- I see it? Yeah. Go for it. Okay. Let's look. Let's To go me, it sounds like Hinge. you're sending really bad messages. Or boring messages or messages that are just not engaged. I am not verifying. First, you can see my profile, and then you can just go wherever you want there. All right, here we go. So this is your main picture? I hate it. You with a It's banana. fun. No, there's two people in the photo with a banana. They have no idea which one you are. They can't even see your face. Isn't the banana's rule, more though, prominent? What? Isn't the rule when you have a first picture with a couple people, the second picture has to only be you, though? No, I would say the first picture has to be. Okay. Shine away. You're just incredibly gorgeous, so I just. No! Come on. What? So. What's wrong with gorgeous? Are you not interested? You're Oh. just so gorgeous. So I just. No! When you, come on. Kill me. This is terrible. Right? That's what she's thinking. No, this is my whole life. Because now if she responds, way. now she's going, oh, I'm so sorry, I did this. And she's going to BS the excuse. She's going to throw just crap your way. Oh, he said I'm gorgeous. Okay, let me not turn him down. Then it's awkward. You're basically putting her up on a pedestal. She's so gorgeous. Are you not interested? You're the one now vying for her to pick you. Yeah. You're the one. Dude, you're Caleb Hammer. C'est hilarant et un peu cruel, mais Graham met le doigt où ça fait mal. La photo principale de Caleb sur son profil de rencontre le montre avec un ami. Et une banane, on cherche encore la logique, rendant son identification quasi impossible. Ces tentatives de drague par message sont soit d'une maladresse confondante, rendez-vous pour notre premier date après 2 messages, soit carrément suppliante. Tu n'es pas intéressé? Lol, tu es tellement magnifique. Un véritable naufrage relationnel. Graham le secoue avec raison. Mec, t'es Caleb Hammer, t'as le monde à tes pieds. C'est toi qui es en position de choisir. Graham l'appelle The Picker, celui qui sélectionne. Pas l'inverse, tu n'as pas à quémander. Au-delà de l'aspect comique de cette séquence, cela soulève un point crucial. La confiance en soi, l'image que l'on projette, la valeur que l'on s'accorde, tout cela est aussi déterminant dans la sphère privée que dans le monde des affaires. Quelqu'un qui gère des millions mais qui rame pour obtenir un date, ça crée un décalage. Mes livres, comme Spartiate Financier, ne parlent pas que de fric. Ils parlent de reprendre le contrôle de sa vie dans sa globalité. Et ça inclut la confiance en soi, la capacité à se vendre au bon sens du terme et à être proactif et non passif. Caleb a une mine d'or avec sa chaîne. Il a le charisme, il a juste besoin d'appliquer les mêmes principes de valeur et de rareté à sa vie amoureuse qu'à ses finances. Donc la leçon du jour, même les millionnaires ont des trucs à améliorer. Et voilà le travail. On a vu Caleb Hammer, d'habitude le juge, passer sur le banc des accusés financiers. Et franchement, même si son revenu est stratosphérique, il y a 2 leçons à tirer pour tout le monde. L'impulsivité en immobilier, la gestion des petites dépenses quand on gagne gros, les investissements hasardeux par FOMO, Fear of Missing Out, qui veut dire avoir peur de perdre, ou par anxiété, et même l'importance de l'image que l'on projette dans tous les domaines de la vie. Personne n'est parfait. Personne. Même ceux qui donnent des leçons de finance. Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance d'une stratégie claire, d'une discipline de fer, oui, comme les Spartiates, et d'une connaissance solide des bases, que vous brassiez des clopinettes ou des millions.
Si vous voulez creuser ces sujets et vous armer pour votre propre combat financier, jetez un œil à mes bouquins. Vous y trouverez de quoi devenir le maître de votre destin financier. D'ici notre prochaine analyse, restez affûtés, posez-vous les bonnes questions et n'oubliez jamais cette vérité fondamentale. Votre argent, c'est votre combat et vous avez le pouvoir de le gagner. À la prochaine.